ce petit moment émouvant, en tout cas pour nous. Donc on va maintenant continuer l'après-midi avec Madame Deveau. Donc si vous voulez bien, je vais vous laisser vous présenter et expliquer. Voilà. Bonjour, je m'appelle Pauline Deveau, je suis directrice de l'association Accueil Service. J'ai commencé par être bénévole à cette association en 1993, puis simple salariée, et aujourd'hui je suis directrice. Et je suis dans cette structure depuis 1993. Et je vais vous expliquer les évolutions de l'association et aussi du public qu'on a pu rencontrer à la rue. Pouvez-vous justement présenter l'association Accueil Service? Alors, l'association Accueil Service est à l'origine une association qui ne faisait qu'accueillir les SDF et leur permettre de prendre une douche. En 1995, il y avait juste besoin, comme je dis, d'un lieu où les clochards venaient poser leurs sacs et aller faire la manche à la sortie de l'église. Et aujourd'hui, en 2018, le public a bien changé parce qu'entre-temps, on a rencontré tout type de public. Alors c'est un accueil de jour sans hébergement. Ça c'est la grande affiche. Donc on accueille sur 4 sites, à Évreux et à Vernon, des personnes en grande précarité, des personnes souffrant d'isolement, des migrants, des prostituées. Il n'y a plus seulement des SDF, il y a des jeunes en errance avec ou sans animaux et on les accueille pour pouvoir poser leurs sacs. Et charge pour l'équipe de salariés de bénévoles d'élaguer tout ça et de voir avec eux quelles sont les priorités. Vous accueillez combien de personnes environ à l'accueil de jour? Alors, sur Évreux, Vernon, la Maraude et tout ce qui se passe, on accueille à peu près 120 personnes tous les jours. L'idée de l'association, c'est de dire on va les suivre tout au long de leur parcours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est organisé autour de 5 pôles qui sont aller vers, accueillir, héberger, accompagner et insérer. Donc aller vers c'est la maraude c'est tous les jours, 365 jours, et de 13h à 23h, des équipes de maraudeurs avec des bénévoles le soir sillonnent les villes du département, donc ce sont des territoires pour aller vers les personnes qui sont sans solution d'hébergement pour de multiples raisons. Ça peut être parce qu'elles-mêmes refusent ou parce qu'ils ont épuisé tous les hébergements possibles et se sont fait renvoyer de partout. En fait, on va vers les personnes qui ont... Chez eux, c'est le bout de carton devant le magasin du coin. Et peut-être une particularité aussi, vous accueillez également les animaux de compagnie? Oui, alors nos accueils et en maraude et dans les accueils de jour, on les accueille avec leurs animaux. Il nous paraît impensable de leur dire de les laisser à la maison, qu'ils n'ont pas. Et il y a des anecdotes, par exemple, la maraude se promène avec des croquettes pour chiens parce qu'il arrive qu'au lieu de boire la soupe et de manger le sandwich, il le coupe en deux pour le donner à l'animal, sachant que vous n'êtes pas sans savoir que l'animal, il a plusieurs fonctions, c'est le souffre-douleur, c'est le copain, c'est le gardien. Et moi, je me vois mal leur dire « je vous donne votre soupe » ou « je vous accueille à l'accueil de jour, mais vous laissez le chien sur le trottoir ». Donc on essaye de les accueillir avec les animaux. Il n'y en a pas tant que ça et je pense que c'est tout à fait gérable. En fait, on les prend comme ils sont, avec ce qu'ils ont. Et on essaye de travailler avec eux le fait qu'on peut avoir un chien et trouver un emploi, on peut avoir un chien et se faire soigner, et que ça n'est pas être exclu que d'avoir un chien. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur le type de public que vous accueillez? Ma phrase favorite, c'est de dire, quelle que soit la personne qui pousse la porte, c'est d'abord une personne. Alors le public, après on les met professionnellement dans des cases, c'est un SDF, c'est un demandeur d'asile, c'est un gens du voyage, mais s'ils poussent la porte, c'est qu'ils s'en demandent de quelque chose. Alors les publics, c'est beaucoup, c'est vrai, les personnes exclues, les personnes en grande précarité, mais on rencontre des gens qui ont un appartement, qui ont un logement, et qui, derrière leur belle façade, le bel appartement,
souffrent de malnutrition, n'ont pas de quoi s'acheter du pain, n'ont pas de quoi laver leur linge. On rencontre beaucoup, de plus en plus, des migrants régularisés ou pas. C'est pas ce qui nous intéresse, c'est de dire ces gens-là, ils sont en souffrance. Je vois personne partir de chez lui sans raison. Et qu'est-ce qu'on peut leur donner comme écoute et comme accompagnement pour qu'ils puissent vivre cette migration au moins dans ce laps de temps-là de façon plus sereine et plus posée. On rencontre de plus en plus des prostituées parce que la maraude va aussi vers les personnes qui se prostituent. C'est parti, la prostitution, d'une idée de on va aller faire un état des lieux, et aujourd'hui on est, alors il y a quelques maraudeurs qui sont là, ils vous en diront plus, mais entre 35 et 40 prostituées vues dans les bois et forêts du département par semaine. On ne rencontre pas les prostituées telles qu'on les connaît, bien maquillées, qui sont dans les villes. Non. Là, on va vers les personnes qui se prostituent dans des camions, dans les bois. Et dans ce qui me paraît extraordinaire, c'est que dans le lot, il y en a qui se prostituent, qui sont sans véhicule. Alors, imaginez la forêt de bord avec des prostituées, je me demande comment elles le font, ou elles le font après se poser des problèmes d'hygiène, de violence, de sécurité et aussi de territoire entre elles. Et aussi, vous disiez parfois des prostituées qui ont aussi un travail et une vie insérée avec des enfants. Alors, le programme prostitution est financé par le secrétariat aux droits des femmes, et donc l'idée est partie du gros programme lutte contre la traite des êtres humains, avec cette idée qu'on doit pouvoir les sortir de là. Donc on a mis en place avec le service prévention de la purderie c'est pas seulement d'aller leur donner, alors ça c'est vrai pour toutes les maraudes, je dis, si c'est juste leur donner une soupe, on met un distributeur à chaque coin de rue et puis on leur donne un jeton. L'idée c'est de créer ce lien qui fasse qu'elles puissent se confier. Et celles qu'on arrive, alors, il y en a très peu à avoir cette confiance-là qui fasse qu'elles se livrent. Il y en a beaucoup parmi elles qui disent j'aimerais bien en sortir, j'en sors pas pour des raisons financières, parce que j'ai un Mac, mais elles ont une vie. Certaines d'entre elles n'habitent pas du tout le département, sont dans le département d'à côté et ont enfants, appartements, et elles partent de chez elles le matin en allant travailler, et elles rentrent le soir et le voisin ne sait pas qu'elles se prostituent. Comment se passe l'accueil, la rencontre avec un nouvel usager, l'accueil de jour? La particularité d'Accueil Service, c'est de dire on est une maison, on a des salariés, des bénévoles. Aujourd'hui, sur les 4 sites, avec la maraude, le service administratif et l'accompagnement, il y a à peu près 35 salariés et autant de bénévoles. Accueil Service ne fonctionne qu'avec des bénévoles. L'idéal, ce serait ces bénévoles qui accueillent. Et donc, l'accueilli pousse une porte, arrive, et on commence normalement par se présenter nous. C'est-à-dire, je vais leur dire bonjour, je m'appelle Pauline, est-ce que vous voulez un café? Et c'est cet accueil-là, c'est la qualité de l'accueil qui va faire que la personne va se poser et on va l'amener petit à petit à ce qu'il nous confie le pourquoi de sa venue. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Qu'est-ce qu'il nous demande? Parce qu'en général, ils n'arrivent pas, ils racontent leur histoire. Ils arrivent, ils disent je veux laver mon linge. Et petit à petit, ils vont nous expliquer pourquoi ils n'ont pas de ressources, pourquoi ils sont à la rue, ou juste nous dire « je suis à la rue ». Et charge pour nous d'aller chercher où est-ce qu'on va pouvoir aller, le solliciter lui quant à ce qu'il a envie de vivre, et quel partenaire on va pouvoir solliciter pour pouvoir régler ce problème-là. Il faut savoir qu'il y a des choses qui nous paraissent très très simples, du genre il n'a pas de RSA, il devrait pouvoir bénéficier des minima sociaux, mais pourquoi il n'y arrive pas? Ah, il n'a pas réactualisé, mais souvent il a peur d'aller rencontrer le travailleur social.
Il a peur parce qu'il n'est pas parfumé et qu'il pue. Il a peur parce qu'il n'a pas fait sa déclaration d'impôt l'année dernière. Ou il n'ose pas parce qu'il ne sait pas. On a rencontré au niveau des familles des personnes immigrées qui se disent qu'un centre de loisirs, c'est fait pour les personnes qui ont des papiers qui sont françaises et pas forcément pour la personne qui est là. Et en fait, on est un lieu où c'est une espèce de sas, d'éponge, où on va pouvoir après aller, comme je dis, on n'est pas tout seul, on ne saurait pas faire seul, on ne peut activer que parce qu'autour, il y a plein d'autres spécificités, d'autres partenaires à qui on peut dire, voilà, on vous oriente le plus simple vers la Croix-Rouge ou l'IDVET pour du logement, mais on peut vous orienter vers la cave, vers de l'hébergement, vers un partenaire qui lui ouvre vers la demande d'asile, vers une association qui est à même de vous faire votre dossier de demande d'asile. En fait, on ne fait rien de plus que de réorienter vers le plus à même de répondre là à cette question-là. Alors justement, parmi vos partenaires, donc, on compte le MPP Respire et la Passe Psy. Comment vous travaillez avec nos équipes? Alors, je reviens sur la journée type d'un accueilli. Il arrive à 8h30, il pousse la porte, on se présente. Alors, il y en a un qui va prendre une douche, l'autre un café, l'autre qui va demander à avoir une domiciliation parce que actuellement, c'est la première porte vers la réinsertion, c'est d'avoir une adresse. On ne fait rien sans adresse. Et on s'est rendu compte, là c'est à la création de l'association, que ça n'est pas très normal, alors là j'utilise des termes très basiques, de se retrouver dans cette situation. Et il y a forcément une fêlure, une cassure quelque part. Et depuis là, je crois que c'était dans les années 2000, ce travail avec Respire sur les permanences de Respire dans nos structures. Elles permettent aux personnes... c'est leur maison. Donc à midi, ils vont manger au Resto du Cœur, ils reviennent l'après-midi pour l'accompagnement, la domiciliation, tout ce qui est individuel. Notre idée, c'est le premier qui arrive met le café en route et le dernier qui part met le beurre dans le frigo. C'est à peu près ça. Mais on ne vient pas là sans raison, donc Respire permet et à ces personnes-là de pouvoir se confier. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ma mère, je n'ai pas vu mes enfants depuis, j'aimerais bien avoir un droit de visite de mes enfants, mais je n'ai pas de logement. Et il y a des souffrances qu'on ne saurait pas socialement régler. On ne sait pas faire, on sait accueillir, on sait donner une douche, on sait parfumer, on sait donner un café, une soupe, mais on ne sait pas... on ne sait pas régler ce qui se passe dans leur tête, et même quand on le pressent, on ne saura pas... Moi, j'ai toujours peur qu'un mot, une phrase, un regard puisse amener une espèce de souffrance en plus et amener une certaine violence en fait. Et donc, Respire permet, d'avoir ces moments où ils savent que c'est un professionnel qui va leur parler, et nous, ça nous permet aussi... On a un éclairage, parfois on reçoit des gens, on se dit non, là il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui... Et on appelle Sandrine, Isabelle, dire allô, là on a reçu un monsieur qui nous a dit ça, ou qui a eu tel comportement, qui n'a pas osé entrer, qui n'a pas osé se laver, et ça nous éclaire quant à comment est-ce qu'on peut continuer à les approcher et à les sécuriser. Et donc c'est très important qu'ils continuent à venir, ça n'est qu'une fois par semaine, sur Évreux, j'aimerais bien l'avoir sur Vernon, mais c'est vrai que ce sont des moments qui nous sécurisent, nous, mais sécurisés dans notre façon de faire et qui parfois nous amènent à nous interroger sur l'approche qu'on a, nous, d'une situation. Je dis toujours, on ne vend pas des timbres, on ne vend pas des carottes au marché, on fait de l'humain et que chacun est comme il est, et on est obligé de tricoter autour de lui et pas... juste lui dire, allez à la cave, vous aurez le RSA, ou allez à la Sécu, vous aurez la carte vitale. C'est pas là qui est le vrai problème. C'est, je sais pas, moi quand je me lève le matin, je prends mon café, je suis chez moi. Se lever et aller prendre un petit déjeuner, même pour ceux qui ont des appartements accueil-service, c'est qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné quelque part. Vous
avec un minimum de confort, vous leur donnez envie avec, comme vous nous le disiez, un mug, un plateau, une serviette propre, du gel parfumé. Alors, après ça, c'est accueil service, c'est de dire, si c'est juste donner un café, un petit déjeuner, on met un distributeur là. L'idée, c'est de leur donner envie d'avoir envie de confort, d'avoir envie d'un peu plus. Donc on essaye d'avoir des vrais mugs, d'avoir des petits plateaux. On a une maîtresse de maison qui est là, de mettre des serviettes sur la table. Ce n'est pas juste une mesure d'hygiène, même si pour les financements, on passe par l'ARS ou de passer par la santé mentale ou de passer par des dispositifs, c'est quand même de leur dire, même si tu t'es pas lavé, donc on leur donne une serviette, on leur donne un gel douche, c'est de leur dire, tu es un humain comme tout le monde, tu es comme moi le matin je me parfume un peu, voilà, tu devrais pouvoir me ressembler et tu me ressembles, et en fait ça leur donne envie d'être un peu plus propre, et souvent on a des demandes, et si on avait un coiffeur, et si je changeais de blouson, en ce moment l'idée c'est d'avoir un coiffeur à domicile. Je vous dis pas les cheveux dans la douche, mais ça veut dire qu'ils ont envie d'aller plus loin, que ça n'est pas juste se laver, et donc les serviettes sont propres, lavées, pliées, c'est pas... Ils ne sont pas aux Georges V, c'est pas le gros confort, mais on essaye quand même à ce qu'ils aient cette envie d'être propre, cette envie de nous faire plaisir et cette image qu'ils renvoient. Parce qu'ils ont quand même besoin qu'on les regarde. Pour certains vrais SDF, le moment où la maraude leur amène la soupe, c'est le seul moment où on les regarde, où on leur parle. Donc, à travers ce que vous dites, on sent qu'il y a une confiance aussi qui s'installe entre vous et eux. Comment vous maintenez ce lien? Est-ce que vous avez peut-être un cas concret Alors, je vais parler de cette difficulté, c'est qu'on est au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on se dit, on est là pour les accompagner et on est là pour eux, mais on dépend aussi des financeurs, on dépend des partenaires, on dépend, alors je dépends de la note sociale et de l'évaluation à 7 jours et à 30 jours, on dépend de ça. Et la philosophie d'accueil-service, c'est de dire on ne fera rien sans eux. C'est-à-dire, si je dois vous faire une note de main en disant j'ai besoin que vous l'aidiez, faire un mot à la Croix-Rouge en disant il y a besoin d'une aide pour qu'il ait un blouson, on ne va pas aller chercher le blouson. On va lui parler, on va l'amener à ce qu'il accepte de changer de blouson et on ne fera pas sans lui. C'est-à-dire, normalement, tout ce qu'on écrit et tout ce qu'on dit sur lui, il le valide. Donc, je pense qu'au bout de près de 20 ans maintenant, ils savent que non seulement la porte leur est ouverte, souvent ils sortent de prison, c'est le seul lieu où ils savent que c'est ouvert, on ne les juge pas, on ne fait que donner des mots entendables à ce qu'ils ont comme douleur à la situation T. Et ils sont tous capables d'évoluer, ils ont tous une valeur certaine, et on n'a pas de... Ça nous arrive de nous énerver, de dire il va trop lentement, de nous engueuler entre nous sur telle et telle personne, qu'un tel est prêt à sauver et qu'un autre va dire ben, il n'y a rien à en tirer, de toute façon il ne sera toujours que dans l'échec, mais c'est son échec, c'est son temps qu'il est en train de perdre. Et on sera toujours ouvert à ce qu'il revienne nous dire là je me suis trompé. Je vous donnerai l'exemple d'un monsieur, c'était en 2014, qui nous dit j'en ai marre d'être à la rue et j'aimerais bien avoir un appartement. Et c'est un homme qui vient tous les matins prendre sa douche, qui exige d'avoir telle serviette parce que il a des espèces de tocs du genre son linge, personne d'autre ne le touche, il veut telle serviette, tel gel de douche, 5 cotons-tiges et pas 4, voilà. Et il dit ça, on dit ben oui, ben, il a le RSA, il est à Évreux depuis longtemps, et on fait la demande de logement avec lui. Et au bout d'un certain temps, alors c'est assez long, on fait patienter, parce que ça aussi c'est une autre réalité, c'est que quand ils sont en demande là tout de suite, c'est tout de suite qu'il faut leur répondre. Ils ont mis 10 ans à se décider et la réponse doit être immédiate. Et au moment où on lui fait visiter l'appartement et où il dit oui,
on met dans le jardin, dans une autre maison, les tables, les chaises, les draps, les serviettes, tout ce qu'il fallait pour l'installer. Et un matin, il vient me dire, mais j'ai fait un rêve dans la nuit, tu m'as accompagné pour aller m'installer, et dans la maison, dans l'appartement, il y avait une famille avec des enfants, et je ne me suis pas vue le droit de les sortir. J'ai dit, si tu n'as pas envie, on laisse tomber. Et en fait, on a laissé tomber, on a toujours sur les bras, les tables, les chaises, et il est toujours là. Et le jour où il se décidera, ben, on sera là. Et je crois que c'est important de pouvoir leur dire, c'est votre vie à vous. Moi, je ne suis là que pour faciliter les choses. Il n'y a pas de... Je ne vais pas le juger parce qu'il n'a pas fait, je ne vais pas le juger parce qu'il est retourné en prison ou qu'il a mis en échec un emploi. C'est sa vie. Et qu'il y a forcément une raison qui l'a amené à un moment lâcher prise. Et c'est là qu'on doit intervenir et ne pas dire... Je pense que l'échec, il est pour nous. On s'est trompé quelque part. On a voulu aller trop vite, on n'a pas tout expliqué, j'en sais rien, mais l'échec, c'est le nôtre aussi, mais c'est sa vie qu'il est en train de perdre, c'est pas la mienne. Donc, il prend comme il peut, et on fait comme on peut avec lui. Nous avions quelques remarques en salle, éventuellement, si cela vous convient d'en dérouler. Une première personne qui souhaitait réagir. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer des personnes très jeunes? Et dans ces cas-là, comment faites-vous? Une population mineure, voire mineure? Normalement, on ne peut pas accueillir les mineurs. Dans tous les agréments qu'on a, à part la domiciliation de certains mineurs reconnus majeurs ou de mineurs isolés, on pourrait... En général, c'est... Alors moi, je m'énerve, je mets debout sur ma table. T'appelles la Zoé et tu nous embêtes pas. Je dis aux maîtresses de maison, mais on va pas lui dire on ne peut pas vous accueillir. On va commencer par lui expliquer que c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit pour lui, pour le mineur, et que, alors, quand c'est un qui a fugué, rappeler son tuteur, rappeler ses parents, rappeler... C'est pas tout rose, hein. Il y en a beaucoup qui partent en claquant la porte, mais en principe, on ne devrait pas accueillir de mineurs. Non accompagnés, ça n'est pas possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui se pose la question des mineurs reconnus majeurs, reconnus mineurs, qui se retrouvent, alors c'est ma bagarre, hein, après on ne peut utiliser que ce qui existe, ces mineurs qui passent au tribunal, et le tribunal des reconnus majeurs, sans leur donner de nouvel acte de naissance, et quand ils reviennent, ils me disent, mais moi je suis né en 2010, ben oui, mais t'es mineur, on ne peut pas t'accepter. C'est vrai qu'ils tournent en rond, et nous aussi. On fait comme on peut, hein, on les oriente vers les structures qui s'occupent d'eux, mais c'est vrai que ça va être un gros problème dans le futur. Si d'autres personnes dans la salle souhaitent s'emparer de la parole, c'est toujours le petit système de signes qui va faire loi. N'hésitez pas à vous signaler. Si vous n'osez pas poser la question, éventuellement, notre camarade Timothée se fera une joie de la noter sur un carnet et la poser lui-même. Eh bien écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres interventions en salle. C'est donc Pauline Deveau, directrice de l'association Accueil Service. Merci à Fanny Bibet et à Astrid Baumet d'avoir animé ces échanges. Quelque chose à ajouter, oui, Astrid? Je ne l'ai pas dit en introduction, mais je voulais excuser Madame Marie qui a un contretemps, qui devait venir nous expliquer ce qu'est le 115 et n'a pas pu se détacher pour venir aujourd'hui. Donc voilà, donc on l'excuse pour ce contretemps.